s'est tous déjà posé la question. Dans le monde bien rangé de la KO, de la conception assistée par ordinateur, tout est parfait. Chaque ligne, chaque angle est pile au bon endroit. Alors, comment ça se fait que tant de ces designs en théorie parfaits finissent par échouer une fois qu'on essaye de les fabriquer? La réponse, en fait, elle est toute simple, c'est la variation. Entre le modèle numérique idéal et la pièce qu'on tient dans la main, il y a tout un monde de variations qui sont tout simplement inévitables. C'est ça le vrai défi de la fabrication. Comment on fait pour gérer ce fossé entre un design parfait et une réalité imparfaite? Pour réussir à naviguer dans ce monde plein de variations, les ingénieurs ont dû inventer quelque chose. Ils ont dû créer un langage. Un langage spécialement conçu pour communiquer la précision dans un monde qui, par définition, ne l'est pas. C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans Next Gen Manufacturing, Nexus. Ce conflit, ce choc entre le monde idéal de l'ordinateur et la réalité physique de l'atelier, c'est vraiment le cœur du problème. Chaque machine, chaque processus et même chaque opérateur introduit des écarts. Minuscules, oui, mais absolument critiques. Pour bien comprendre d'où vient la solution, il faut faire un petit bond dans le passé, direction la Seconde Guerre mondiale. On y rencontre un certain Stan Parker. Sa mission, accélérer la production de torpilles. Et il remarque un truc fou. Plein de pièces sont rejetées parce qu'elles sont hors tolérance, mais quand on les assemble, eh bien, elles fonctionnent parfaitement. Il se dit qu'il faut absolument arrêter de jeter des pièces qui marchent. Et la solution qu'il va imaginer, eh bien, elle va carrément révolutionner l'industrie. L'idée de génie de Parker, c'est de comprendre que le problème, ce n'est pas seulement la valeur de la tolérance, mais sa forme. La méthode traditionnelle, c'était une tolérance plus ou moins qui créait une sorte de zone carrée pour le centre d'un trou. Et là, Parker s'est dit, attendez, pour un trou qui est rond, pourquoi est-ce qu'on utiliserait une zone de tolérance carrée? Ce serait pas plus logique d'utiliser une zone de tolérance ronde? Et là, attention, l'impact de ce simple changement de perspective est juste stupéfiant. Passer d'une zone de tolérance carrée à une zone circulaire a augmenté la surface acceptable de 57%. 57%! Imaginez un peu, d'un seul coup, des milliers de pièces qui partaient à la poubelle devenaient tout à fait conformes. Moins de gaspillage et une production qui s'accélère en plein effort de guerre. Cette idée de Parker, qu'on a appelée la position Bray, c'était en fait la graine qui allait donner naissance à un système bien plus complet, le tolérancement et dimensionnement géométrique, ou pour faire plus court, le GDNT. Alors le GDNT, ce n'est pas juste une histoire de dimension, loin de là. C'est un véritable langage universel, conçu pour être sans aucune ambiguïté. Il garantit qu'une pièce, qu'elle soit fabriquée en France, en Chine ou au Mexique, va s'assembler et fonctionner exactement comme prévu. Pourquoi? Parce qu'il ne décrit pas seulement sa taille, il décrit surtout sa fonction. En pratique, utiliser ce langage, ça permet d'économiser un temps précieux, beaucoup d'argent et surtout, ça évite des malentendus qui peuvent coûter une fortune entre ceux qui conçoivent, ceux qui fabriquent et ceux qui contrôlent la qualité. C'est en somme la base d'une communication efficace dans toute l'industrie moderne. Bon, d'accord, c'est un langage, mais comme toutes les langues, le GDNT a sa propre grammaire et sa phrase de base, son unité fondamentale, ça s'appelle le cadre de contrôle de spécification. C'est un peu la notice de montage pour chaque élément de la pièce. Ce cadre de contrôle de spécification, ou CCS, ne vous fiez pas à sa petite taille, c'est un bloc d'informations incroyablement dense. Il raconte vraiment toute l'histoire, toutes les exigences pour un seul élément géométrique. C'est une instruction à la fois concise et complète pour le fabricant comme pour l'inspecteur. En fait, c'est construit sur 3 éléments clés qui répondent à 3 questions simples. Le quoi, le combien et le à partir d'où. Le premier symbole, c'est le quoi. Il indique la caractéristique qu'on veut contrôler, par exemple la position. Le bloc suivant, c'est le combien. Il définit la zone de tolérance. Et enfin, les lettres à la fin, c'est le à partir d'où. Elles spécifient les références, c'est-à-dire les surfaces qui vont servir de point de départ pour la mesure. Les voilà. Connaître la grammaire, ça ne suffit pas pour parler couramment. Pour vraiment maîtriser le GDNT, il faut surtout éviter les erreurs les plus communes, celles qui mènent à des quiproquos, à des pièces bonnes pour la poubelle et à des coûts qui s'envolent. La première erreur, et c'est un grand classique, c'est ce qu'on appelle le surtolérancement. C'est un peu comme si on exigeait la perfection absolue partout, même là où ce n'est pas du tout nécessaire. On se retrouve avec des contraintes excessives qui n'améliorent en rien la fonction de la pièce, mais qui par contre font exploser les coûts de fabrication et d'inspection. La clé, c'est de faire simple. On ne resserre les tolérances que là où c'est vraiment, vraiment crucial pour que la pièce fonctionne. Deuxième piège, le choix des références. Imaginez que vous construisez une maison. Les fondations, ce sont vos références. Si elles sont mal posées, tout le reste de la maison sera de travers. Et bien en GDNT, c'est exactement la même chose. Ces références, ce sont les points d'ancrage pour toutes les mesures. Si on se trompe en les choisissant, c'est tout l'assemblage final qui est compromis.
Troisième erreur, l'inattention. Des erreurs qui peuvent paraître toutes petites dans le cadre de contrôle de spécification, comme un symbole qui manque ou qui n'est pas à la bonne place, peuvent changer complètement le sens du design. C'est comme une simple faute de frappe dans un contrat qui en change toute la signification. Un autre écueil assez fréquent, c'est de mal utiliser les modificateurs. Prenons le modificateur de maximum de matière, ou MMC. C'est un outil super puissant. Quand la taille d'une pièce s'éloigne de sa limite la plus contraignante, il peut offrir une sorte de tolérance bonus pour sa position, ce qui est très précieux. C'est une façon vraiment intelligente de réduire les coûts. Mais s'il est mal appliqué, c'est le chaos assuré, car il peut autoriser des variations qu'on ne voulait surtout pas. Et enfin, la cinquième erreur, celle qu'on a tendance à oublier, le cumul des tolérances. C'est ce phénomène où les toutes petites variations qu'on autorise sur chaque pièce finissent par s'additionner les unes aux autres. Et à la fin, au moment de l'assemblage, ça crée un problème majeur. C'est pour ça qu'une analyse de cumul est indispensable pour être sûr que l'ensemble fonctionnera comme prévu. Alors, on en arrive à la question clé. Pourquoi est-ce que la maîtrise de ce langage est plus importante aujourd'hui que jamais? Eh bien, tout simplement parce que c'est la clé de l'avenir de la fabrication. Le GDNT, c'est en quelque sorte l'épine dorsale de ce qu'on appelle la définition basée sur le modèle, ou MBD. L'idée, c'est que l'autorité suprême, ce n'est plus le plan 2D, mais le modèle 3D lui-même. Le GDNT permet d'intégrer toutes les informations de fabrication directement dans ce modèle. On crée comme ça une source de vérité unique, sans aucune ambiguïté, que ce soit pour les humains ou pour les machines. Et pour vérifier que tout est conforme, comment on fait? On utilise des systèmes d'inspection de haute technologie, comme les machines à mesurer tridimensionnelles. Ces machines lisent les données GDNT directement sur le modèle 3D et effectuent des contrôles automatisés. C'est rapide et d'une précision qu'il serait impossible d'atteindre à la main. Alors, comment on fait pour atteindre ce niveau de maîtrise? La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. Ça repose sur deux piliers. D'abord, s'équiper des bons outils logiciels, ceux qui aident à appliquer le GDNT correctement. Et surtout, s'engager dans la formation continue de toutes les équipes, des bureaux d'études jusqu'à l'atelier. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Dans l'usine de demain qui sera de plus en plus connectée et automatisée, maîtriser le GDNT, ce n'est plus seulement une compétence, c'est une condition indispensable pour pouvoir innover. C'est le langage qui permet de transformer des conceptions numériques parfaites en produits réels qui fonctionnent. C'est le véritable cœur du nexus de la fabrication nouvelle génération.